Je m'appelle Elisabeth Rousseau, j'ai 58 ans, et ce mardi matin de novembre a changé ma vie à jamais. Depuis 35 ans, je paie tout pour ma fille Camille. Ses vêtements, ses sorties, son loyer, enfin, le mien, puisqu'elle vit encore chez moi. Chaque matin, je me lève à 5 heures pour ouvrir ma petite épicerie dans le quartier du Panier à Marseille, pendant qu'elle dort jusqu'à midi. Chaque soir, je rentre épuisée pour entendre la même phrase. « Maman, tu peux me prêter un peu d'argent ?» À 35 ans, Camille n'a jamais travaillé plus de 2 mois d'affilée. Trop fatigant, trop ennuyeux, collègues incompétents, patron tyrannique. Il y a toujours une excuse. Et moi, comme une idiote, je paie. Toujours. Mais ce mardi matin, tout a basculé. J'étais tranquillement en train d'arranger mes fromages de chèvre quand j'ai entendu des cris hystériques venant de mon appartement au-dessus. Ma voisine est descendue, affolée. « Elisabeth, votre fille hurle comme une folle, elle jette des objets !» En montant l'escalier 4 à 4, j'entendais Camille brailler. « 800 000 €, je suis millionnaire !» Je l'ai trouvée en train de danser au milieu du salon dévasté, agitant un billet de loterie froissé. Ses yeux brillaient d'une cupidité que je ne lui connaissais pas, comme si elle était devenue une étrangère en quelques minutes. « Maman, j'ai gagné 800 000 €, tu te rends compte ?» Et là, au lieu de partager sa joie comme une mère normale, quelque chose de glacial m'a traversé l'esprit en voyant son expression. Ce n'était plus ma petite fille. C'était une prédatrice qui venait de flairer sa proie. Elle s'est assise sur le canapé, soudain très calme, et m'a dit avec un sourire que je n'oublierai jamais. « Maintenant que j'ai cet argent, les choses vont changer. Tu comprends? Changer comment? Cette maison, elle n'est pas vraiment à la hauteur de mon nouveau statut. Il va falloir qu'on trouve une solution. Mon nouveau statut. » Elle venait de gagner à la loterie depuis 1 heure et elle parlait déjà de statut social. Une solution pourquoi? Maman, sois réaliste. Qui paye le crédit de cet appartement depuis 10 ans? Moi maintenant, j'ai les moyens de racheter ta part et de devenir vraiment propriétaire. Tu vois ça comme un service? Je te libère de tes dettes. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Ma propre fille venait de m'expliquer froidement qu'elle allait me jeter dehors de chez moi. Camille, où veux-tu que j'aille? Tu trouveras bien un petit studio quelque part. Et puis, tu seras enfin indépendante. Indépendante. Elle retournait le mot contre moi avec une perversité diabolique. Et si je refuse? Son visage s'est durci. Maman, pourquoi tu refuserais? Je te rachète au prix du marché. Tu réalises la chance que tu as? La chance? Tu vas être débarrassée de ce crédit. Tu vas pouvoir prendre un nouveau départ. Bon, maintenant, il faut que je trouve un hôtel digne de mon rang en attendant de me trouver quelque chose de vraiment bien. Mais elle a fait ses valises en 15 minutes et elle est partie en claquant la porte. Tu peux garder ton appartement minable. Moi, je vais m'acheter quelque chose qui correspond à ce que je suis vraiment. Je suis restée seule au milieu de mon salon dévasté, sous le choc. Ma fille unique venait de me révéler sa vraie nature. Une égoïste froide et calculatrice, prête à jeter sa mère comme un Kleenex usagé. Le lendemain soir, elle m'a appelée. Sa voix avait retrouvé cette douceur manipulatrice que je connaissais si bien. « Maman, j'ai réfléchi. On peut oublier cette histoire d'appartement. Mais j'ai un petit problème. L'hôtel coûte 300 € la nuit, et comme j'ai pas encore touché l'argent du billet, tu peux me prêter 2 000 € en attendant? 2 000 €. Mes économies de toute une vie. Pour la première fois depuis 35 ans, j'ai dit « non ». Elle a raccroché furieuse. « Très bien. Je vois comment tu es. Je me débrouillerai toute seule. » Pendant 48 heures, le silence. Et puis, vendredi matin, mon téléphone s'est mis à sonner comme un fou. « Maman, je suis au commissariat. Ils m'ont arrêtée. » Sa voix était méconnaissable, paniquée, hystérique. « C'est ce putain de billet. Il était pas bon. J'ai tout dépensé et maintenant je peux plus payer. » Le billet. Pas bon? Il était d'un autre tirage. Je me suis trompée de date. Maman, tu comprends? J'ai pas gagné. J'ai rien gagné du tout. La vérité m'a frappée comme la foudre. Camille n'avait jamais été millionnaire. Toute cette cruauté, cette transformation en monstre d'égoïsme, c'était pour rien. Pour une erreur de lecture sur un stupide ticket de grattage. 7 000 € d'hôtel, plus 3 000 d'autres dépenses, 10 000 en tout. Maman, tu peux hypothéquer l'appartement? Hypothéquer ma maison pour payer ces folies de fausses riches. Tant plus, j'ai utilisé ta carte pour garantir les paiements. La banque a tout bloqué. L'hôtel porte plainte pour escroquerie. Ma carte. Elle avait volé ma carte bancaire quand elle était venue chercher ses affaires. Maman, il faut que tu viennes. Il faut que tu payes. Vends la boutique. Emprunte à Margot. Fais quelque chose. Vendre ma boutique.
Le travail de toute ma vie pour réparer ces conneries. Et là, pour la deuxième fois en 3 jours, quelque chose s'est brisé en moi. Définitivement. Non, Camille. Je ne vendrai pas ma boutique. Je n'hypothèquerai pas ma maison. Je ne paierai pas tes dettes. Comment ça, non? Non, tu as 35 ans. Tu assumes. Maman, tu peux pas me faire ça. C'est ton sang. C'est exactement pour ça que je ne peux plus continuer à te nuire en payant toutes tes erreurs. Je te déteste. Tu es la pire mère du monde. Tu m'entendras plus jamais parler de moi. Elle a raccroché. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ri. Un rire libérateur qui montait du plus profond de mes entrailles. Ce que j'ignorais, c'est que cette décision allait déclencher une série d'événements qui changeraient nos vies à toutes les deux d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le réveil sonne à 5 heures, comme chaque matin depuis 23 ans. Je tends machinalement le bras vers la table de nuit, mes doigts tâtonnant dans l'obscurité de ma chambre marseillaise. Par la fenêtre entr'ouverte, l'air salé de la Méditerranée se mélange aux senteurs de thym et de romarin qui montent des collines environnantes. C'est novembre. Mais à Marseille, même l'automne garde une douceur que mes os fatigués apprécient encore. Je me lève lentement, évitant de faire craquer le parquet pour ne pas réveiller Camille, qui dort dans la chambre à côté. À 35 ans, ma fille a encore le sommeil d'une adolescente. Ou plutôt, elle s'offre le luxe de dormir jusqu'à midi parce qu'elle n'a jamais eu de véritable responsabilité. Cette pensée me traverse l'esprit avec une pointe d'amertume que je m'empresse de chasser. Non, Elisabeth, ne commence pas la journée par des reproches, même silencieux. Dans la salle de bain exiguë de notre appartement rue des Moulins, je m'observe dans le miroir tacheté par l'humidité. 58 ans, des rides qui se creusent autour des yeux, des cheveux gris que je n'ai plus le temps ni l'argent de teindre régulièrement. Mes mains portent les stigmates de toutes ces années passées à manipuler des caisses, à nettoyer, à compter et recompter chaque euro. Pourtant, mes yeux gardent encore cette lueur de détermination qui m'a portée à travers les épreuves. Je descends silencieusement l'escalier en colimaçon de notre immeuble du XVIIe siècle. Les murs de pierre suintent l'histoire de Marseille, et mes pas résonnent faiblement sur les marches usées par des centaines d'années de passages quotidiens. Dehors, la rue des Moulins commence à peine à s'éveiller. Monsieur Bertrand, le boulanger d'en face, allume déjà ses fourneaux. L'odeur de pain frais va bientôt envahir tout le quartier du Panier, cette ancienne cité phocéenne où j'ai grandi et où j'ai choisi de rester malgré les difficultés. Ma petite épicerie fine, chez Elisabeth, se trouve à 200 mètres de chez moi, dans une ancienne échoppe au rez-de-chaussée d'un immeuble aux façades colorées typiques du Panier. La peinture ocre s'écaille par endroits, mais cela fait partie du charme authentique de ce quartier qui attire de plus en plus de touristes en quête d'authenticité marseillaise. J'ouvre la porte métallique avec ma grosse clé ancienne et l'odeur familière m'accueille, mélange de fromages affinés, d'olives marinées, d'herbes de Provence et de cette senteur particulière que prennent les vieux bâtiments près de la mer. Je commence ma routine matinale avec la précision d'un rituel religieux. D'abord, j'allume l'éclairage au néon qui donne une lumière froide mais pratique. Ensuite, je vérifie la température du réfrigérateur où reposent mes fromages de chèvre de Banon, mes tapenades d'olives noires et mes légumes confits. Chaque produit a été choisi avec soin chez mes fournisseurs provençaux. Ma spécialité, ce sont les produits du terroir méditerranéen. Huile d'olive première pression à froid, miel de lavande du Luberon, herbes aromatiques séchées au soleil, confitures artisanales aux figues de Soliès. Pendant que je dispose mes marchandises, mes pensées dérivent inévitablement vers Camille. Hier encore, elle m'a demandé 60 € pour ses petites sorties, sans préciser lesquelles. Ces petites sorties coûtent en moyenne 200 € par semaine. Restaurants, bars branchés du Vieux-Port, shopping dans les boutiques de la rue Saint-Féréol. Elle a cette façon désinvolte de tendre la main, comme si mon porte-monnaie était une extension naturelle du sien. « Maman, tu peux me prêter un peu d'argent ?» Cette phrase, je l'entends si souvent qu'elle est devenue le fond sonore de notre relation. Le plus troublant, c'est qu'elle ne dit même plus « prêter ». Elle sait, et je sais, qu'elle ne me remboursera jamais. C'est devenu un don déguisé, une pension que je lui verse sans contrepartie, sans même un merci sincère la plupart du temps. La sonnette retentit. Madame Joséphine, ma première cliente de la journée, pousse la porte vitrée en faisant teinter le carillon. C'est une vieille dame de 80 ans qui vit seule dans un petit appartement de la rue des Muettes et qui vient chaque matin acheter son petit déjeuner, un bout de pain, un morceau de fromage de chèvre et parfois une tranche de jambon de pays quand ses finances le permettent. « Bonjour, Elisabeth. Comment allez-vous ce matin ?» Sa voix chevrotante mais chaleureuse me réchauffe le cœur. Voilà une femme qui, malgré sa solitude et ses maigres ressources, garde une dignité et une politesse que ma propre fille semble avoir perdues.
Bonjour, Madame Joséphine. Très bien, merci. Le fromage de Banon est particulièrement bon aujourd'hui. Il arrive tout juste de chez mon producteur. Je lui coupe une tranche généreuse, un peu plus épaisse que ce qu'elle paye habituellement. Ce petit geste de générosité me fait du bien. Contrairement à l'argent que je donne à Camille et qui disparaît dans un gouffre sans fond, ici je sais que ma générosité sert vraiment. Madame Joséphine fouille dans son petit porte-monnaie usé et en sort des pièces qu'elle compte méticuleusement. Dites-moi, Elisabeth, comment va votre fille? Elle travaille toujours dans cette entreprise de communication? J'hésite. Madame Joséphine fait référence au mensonge que j'ai inventé il y a 3 ans pour sauver les apparences. En réalité, Camille n'a jamais eu de vrai travail. Elle a bien tenté quelques stages, quelques petits boulots d'été, mais rien qui ait duré plus de 2 mois. À chaque fois, c'était la faute des autres. Les collègues jaloux, les patrons incompétents, les horaires impossibles, les tâches indignes de ses compétences. Oh, vous savez, elle cherche quelque chose qui correspond mieux à ses aspirations. Madame Joséphine hoche la tête avec compréhension. C'est difficile pour les jeunes aujourd'hui, mais elle a de la chance d'avoir une maman comme vous qui la soutient. Une maman comme moi, si elle savait que mon soutien ressemble plutôt à de l'assistanat, que j'ai créé un monstre d'égoïsme en croyant bien faire. Mais comment expliquer cela à cette vieille dame qui se contente d'un bout de fromage et qui me remercie comme si je lui offrais un trésor? Après le départ de Madame Joséphine, je reste seule avec mes pensées et l'odeur de la tapenade d'olive verte que je viens d'ouvrir. La matinée s'annonce calme, comme souvent en cette période de l'année. Les touristes se font plus rares et les habitants du quartier ont leurs habitudes bien établies. Monsieur Tavani viendra vers 10h pour son morceau de pecorino et son bocal de cœur d'artichaut. Madame Martinez passera vers midi pour ses olives d'oignon et sa bouteille d'huile d'olive première pression. En attendant, je prépare ma commande pour demain. Mon fournisseur de salon de Provence m'a promis de l'huile nouvelle, la première pressée de la saison. C'est un petit bonheur que j'attends chaque année. Cette huile dorée, fruitée, avec un petit goût poivré qui réveille les papilles. Camille, elle, ne fait même pas la différence entre l'huile d'olive véritable et ces huiles industrielles qu'on trouve en supermarché. C'est là une différence fondamentale entre nous. Moi, je sais reconnaître et apprécier les bonnes choses simples de la vie, fruits du travail et de la patience. Elle ne désire que ce qui brille, ce qui coûte cher, ce qui se montre sur Instagram. Ses références, ce sont les influenceuses qu'elle suit religieusement, ces jeunes femmes qui affichent une vie de luxe sans jamais expliquer comment elles la financent. Maman, regarde cette fille, elle a mon âge et elle voyage partout dans le monde. Pourquoi moi je peux pas faire pareil? Parce que pour voyager, il faut travailler, ma chérie. Parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Parce qu'à 35 ans, il serait peut-être temps de comprendre que la vie ne nous doit rien. Mais ces mots, je ne les ai jamais prononcés. J'ai toujours trouvé des excuses, des justifications, des moyens de contourner la réalité. Le carillon retentit à nouveau. Cette fois, c'est Camille qui entre, et son apparition me surprend. Il n'est que 9h, bientôt pour elle qui se lève rarement avant midi. Elle porte son jean slim noir préféré, et ce pull en cachemire beige que je lui ai offert pour son anniversaire. 150 € que j'avais économisé pendant 3 mois. Ses cheveux bruns tombent en cascade sur ses épaules, et malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser qu'elle est belle. Belle et gâchée. « Salut, maman !» Pas de bisous, pas de sourire. Juste ce salut désinvolte lancé en regardant son téléphone. Elle se dirige directement vers le réfrigérateur et se sert un yaourt grec aux figues sans demander. « Tu es bien matinale aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec Léa pour aller faire du shopping au centre Bourse. Tu peux me prêter 100 €? 100 €. Comme ça simplement, en ouvrant un yaourt qui coûte 3,50 € et qu'elle consomme sans y penser. Mes mains se crispent sur le comptoir. 100 €, c'est ce que je gagne en vendant une trentaine de bocaux d'olives, ou 20 portions de fromage de chèvre, ou 15 bouteilles d'huile d'olive. 100 €, c'est 3 heures de travail intense, à sourire aux clients, à calculer, à porter des caisses. Camille, tu sais que ce n'est pas facile en ce moment. L'hiver, les ventes baissent. Elle lève enfin les yeux de son téléphone, et dans son regard, je lis cette impatience agacée que je connais trop bien. Maman, s'il te plaît, ne commence pas avec tes histoires d'argent. C'est juste 100 €, pas 1000. Et puis, Léa a vu des super trucs en solde. C'est l'occasion ou jamais. L'occasion ou jamais. Sa vie entière semble ponctuée d'occasions à ne pas manquer, de dernières chances, d'opportunités uniques qui justifient toutes mes privations. L'année dernière, c'était cette veste en cuir exceptionnelle à 400 €. Le mois dernier, cette formation en ligne pour développer son personal branding à 350 €. Formation qu'elle n'a jamais terminée, évidemment. Je sors mon porte-monnaie de sous le comptoir.
Mes billets de 20 €, soigneusement pliés, me regardent avec reproche. Chacun d'eux représente des heures de labeur, des sourires forcés à des clients difficiles, des pieds douloureux après de longues journées debout. Tiens, mais... Merci maman, tu es formidable. Je file, Léa m'attend. Elle attrape les billets, m'embrasse rapidement sur la joue, ce qui constitue déjà un effort inhabituel, et ressort aussi vite qu'elle est entrée. Le carillon continue de vibrer quelques secondes après son départ, comme un écho de sa présence éphémère. Je reste là, debout derrière mon comptoir, avec ce goût amer dans la bouche qui accompagne toutes nos interactions depuis des années. Chaque fois, je me dis que c'est la dernière fois, que je vais enfin mettre les limites. Et chaque fois, je cède. Par amour, par habitude, par lâcheté aussi peut-être. Mon téléphone vibre. Un message de Camille. « Tu es la meilleure maman du monde », suivi d'une photo d'elle et Léa prenant la pose devant une boutique de vêtements de marque. Cette photo me fait mal. Elle rayonne de bonheur, insouciante, pendant que moi je calcule mentalement ce que ces 100 € représentent pour mon budget du mois. La matinée passe lentement. Mes clients habituels défilent, poliment, avec leurs petits achats et leurs remerciements sincères. Vers 11 h, Monsieur Tavani arrive, ponctuel comme une horloge suisse. C'est un retraité italien qui a travaillé toute sa vie au chantier naval de la Ciotat. Ses mains portent les cicatrices d'une vie de labeur, mais ses yeux pétillent encore de malice méditerranéenne. « Bonjour la plus belle des épicières. Comment va la santé ?» Son accent italien chante dans ses mots, et malgré mon humeur morose, je souris. Monsieur Tavani a cette capacité rare de rendre jolie la plus banale des journées. « Bonjour Giovanni, ça va? Et vous? Comment vont les petits-enfants? »« Ah, ils grandissent pas trop vite. Marco, le plus grand, il a eu son bac cette année. Maintenant, il veut faire des études d'ingénieur. Moi, vous savez, j'y comprends rien à tous ces ordinateurs, mais je suis fière. Il travaille dur, ce petit. Il travaille dur. » Ces mots résonnent en moi avec une intensité particulière. Voilà un adolescent de 18 ans qui a plus de maturité et d'ambition que ma fille de 35 ans. Et votre Camille, elle va comment? Toujours aussi belle? Monsieur Tavani demande toujours des nouvelles de Camille, avec cette bienveillance typiquement méditerranéenne. Il l'a vue grandir, il se souvient encore de la petite fille espiègle qui venait parfois m'aider à l'épicerie pendant les vacances scolaires. Cette époque me paraît maintenant aussi lointaine qu'un rêve. Elle cherche sa voie, vous savez. Ce n'est pas toujours facile pour les jeunes aujourd'hui. Ah si, je comprends. Mais elle a une maman formidable, elle va s'en sortir. Vous verrez. Un jour, elle va vous surprendre. Me surprendre. Le mot fait écho dans ma tête pendant qu'il choisit son morceau de pecorino. Oui, Camille me surprend régulièrement, mais rarement dans le bon sens. Sa dernière surprise remonte à 6 mois. Elle avait emprunté ma carte bancaire pour s'acheter des vêtements en ligne, persuadée que je ne m'en apercevrais pas. Quand j'avais découvert les prélèvements, elle avait éclaté en larmes. « Maman, j'avais tellement honte de ne rien avoir à me mettre pour l'anniversaire de Sophie. Tu comprends pas? C'est important l'image. » L'image. Toujours cette obsession de l'apparence, du paraître, de ce que les autres vont penser. Comme si sa valeur en tant que personne dépendait de la marque de ses chaussures ou de la coupe de ses vêtements. Après le départ de Monsieur Tavani, je m'octroie une pause. Je sors de l'épicerie et m'assieds sur le petit banc en pierre devant ma boutique. De là, j'ai une vue parfaite sur la rue des Moulins qui serpente vers le Vieux-Port. Les façades colorées se détachent contre le ciel d'un bleu profond typiquement marseillais. Des cordes à linge s'étirent d'une fenêtre à l'autre, créant un ballet coloré de draps et de vêtements qui dansent dans la brise marine. Cette beauté simple et authentique me réconforte toujours. Ici, dans ce quartier populaire où j'ai grandi, les gens se battent pour vivre dignement. Ils travaillent dur, élèvent leurs enfants de leur mieux et trouvent le bonheur dans les petites choses. Un repas partagé, un coucher de soleil sur la mer, la victoire de l'OM au Vélodrome. Personne ne se plaint de ne pas avoir les dernières chaussures à la mode ou le dernier smartphone sorti. Mon téléphone sonne. C'est ma sœur Margot qui appelle de son salon de coiffure à Aix-en-Provence. « Salut Ellie, comment ça va ?» La voix de Margot me fait toujours du bien. Elle a 3 ans de plus que moi et depuis la mort de nos parents, elle est ma seule véritable confidente. Contrairement à moi, elle n'a pas eu d'enfant. « Je préfère être la tante gâteau plutôt qu'une mère stressée », dit-elle souvent avec son humour particulier. « Ça va. Enfin, tu sais bien. Camille encore ?» Elle n'a pas besoin que je précise. Depuis des années, nos conversations téléphoniques tournent inévitablement autour du même sujet. Ma relation compliquée avec ma fille. Elle est passée ce matin me demander 100 € pour faire du shopping. Et tu as donné. Ce n'est même pas une question. Margot me connaît trop bien. Margot, elle avait l'air tellement...
Je sais pas, tellement malheureuse. Ellie, ma chérie, elle n'était pas malheureuse. Elle était manipulatrice. Il y a une différence. Le mot me fait l'effet d'une gifle. Manipulatrice. Ma propre fille. Pourtant, au fond de moi, je sais que Margot a raison. Ces dernières années, j'ai observé Camille perfectionner son art de la persuasion. Elle sait exactement quel ton employer, quelle expression adopter, quels arguments utiliser pour me faire céder. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Je continue. C'est qu'elle ne me demande même plus comment je vais. Elle entre, elle prend ce qu'elle veut et elle repart. Comme si j'étais un distributeur automatique. Et tu la laisses faire. Encore cette vérité brutale que je ne veux pas entendre. Margot, c'est ma fille unique. Si je ne l'aide pas, qui le fera? Personne, justement. Et c'est comme ça qu'elle apprendra peut-être enfin à se débrouiller seule. Ellie, à 35 ans, elle devrait avoir sa propre vie, son propre appartement, son propre travail. Au lieu de ça, elle vit chez toi comme une adolescente attardée. Mes yeux se mouillent. Parce que Margot a raison et que cette vérité me fait mal. J'ai élevé ma fille dans l'amour et la protection, mais j'ai oublié l'essentiel. Lui apprendre l'autonomie et la responsabilité. Comment j'ai fait pour en arriver là, Margot? Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à l'époque. Mais maintenant, tu sais autre chose. La question c'est, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Après avoir accroché, je reste assise sur mon banc, les yeux perdus vers le port. Les mouettes tournent au-dessus des toits, leurs cris se mêlant aux klaxons des voitures et aux conversations des passants. Marseille vit, grouille, travaille autour de moi, indifférente à mes questionnements existentiels. Une jeune femme passe devant ma boutique, poussant une voiturette d'enfant. Elle a l'air d'avoir l'âge de Camille, mais ses traits portent cette sérénité que donne la responsabilité assumée. Elle s'arrête devant ma vitrine, étudie mes produits avec attention, puis entre. « Bonjour, je cherche de l'huile d'olive pour faire une tapenade maison. Vous avez quelque chose de bien ?» Ses yeux pétillent d'enthousiasme. Elle m'explique qu'elle organise un repas pour l'anniversaire de sa grand-mère, qu'elle veut préparer toutes les spécialités provençales que la vieille dame aimait dans sa jeunesse. Pendant qu'elle parle, son bébé gazouille joyeusement dans sa poussette. « Vous avez de la chance d'avoir une grand-mère encore en vie », je lui dis en emballant soigneusement sa bouteille d'huile d'olive. « Oh oui, c'est un trésor. Elle m'a tellement appris. La cuisine, mais pas que. La persévérance, l'économie, la valeur du travail. Grâce à elle, j'ai pu monter ma petite entreprise de traiteur à domicile. » Cette jeune maman rayonne de fierté en parlant de son travail. Elle me raconte comment elle concilie sa vie professionnelle et sa vie de famille, comment son mari et elle se partagent les tâches, comment ils économisent pour acheter leur propre appartement. Après son départ, je reste songeuse. Voilà une femme de l'âge de Camille qui a construit sa vie, qui assume ses responsabilités, qui transmet déjà des valeurs à son enfant. Le contraste avec ma propre fille me saute aux yeux avec une cruauté implacable. L'après-midi s'écoule dans cette mélancolie particulière des jours où la réalité vous rattrape brutalement. Vers 16h, je ferme l'épicerie et remonte chez moi. Dans l'appartement silencieux, les traces du passage matinal de Camille sont encore visibles. Une tasse de café abandonnée sur la table de la cuisine, des vêtements jetés sur le canapé du salon, la salle de bain en désordre avec tous ses produits de beauté éparpillés. Je range machinalement, comme je l'ai fait des milliers de fois. Mais aujourd'hui, chaque geste me pèse. J'ai l'impression d'être la femme de ménage de ma propre fille, celle qui efface ses traces sans jamais laisser les miennes. Mon téléphone affiche un nouveau message de Camille. « Maman, on va boire un verre avec Léa, je rentrerai tard. Bisous !» Accompagnée d'une photo d'elle souriant dans un bar branché, un cocktail à la main. Ce cocktail coûte probablement 15 €. 15 € de mes 100 € du matin. Je m'effondre sur mon canapé, épuisée. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Cette fatigue profonde qui vient quand on réalise qu'on a passé des années à courir dans la mauvaise direction. J'ai 58 ans, et j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose d'essentiel dans l'éducation de ma fille. Mais surtout, j'ai l'impression de m'être ratée moi-même. Le soir tombe sur Marseille, peignant le ciel de nuances orangées qui se reflètent sur les façades du quartier. De ma fenêtre, j'entends les bruits familiers, les conversations des voisins sur leur balcon, le claquement des volets qu'on ferme, les rires d'enfants qui jouent dans la cour de l'école. La vie continue, insouciante de mes tourments. Je prépare un dîner simple. Une salade de tomates avec un peu de mozzarella et du basilic frais. Camille ne rentrera pas, alors je mange seule. Devant les informations télévisées qui parlent de la crise économique, du chômage, de la précarité. Tous ces problèmes que ma fille ignore superbement, protégée qu'elle est par ma générosité aveugle. Vers 22h, je me couche avec un livre, mais les mots dansent devant mes yeux sans parvenir à capter mon attention.
Mes pensées tourmentent en boucle autour de la même question. Comment en suis-je arrivée là? Comment ai-je transformé l'amour maternel en prison dorée? Comment ai-je fait de ma fille une étrangère égoïste qui ne voit en moi qu'un distributeur automatique d'argent et de services? La nuit marseillaise s'installe avec ses bruits familiers. Le ronronnement lointain de la circulation, le clapotis des vagues contre les quais du Vieux-Port, et parfois, portés par le vent, les accords d'un accordéon joué quelque part dans les ruelles du panier. Ces sons me bercent habituellement, mais cette nuit, ils semblent amplifier ma solitude. Je finis par m'endormir vers minuit, avec cette sensation désagréable qu'un chapitre de ma vie se termine sans que je sache encore lequel va commencer. Dans mes rêves, je revois Camille petite, câline et reconnaissante, me disant « Je t'aime, maman », avec cette sincérité absolue de l'enfance. Au réveil, ces images me feront encore plus mal, parce qu'elles me rappelleront ce que nous avons perdu en route. Demain sera un autre jour, un autre réveil à 5 heures, une autre journée de travail pour financer la vie insouciante de ma fille. Mais quelque chose a changé aujourd'hui, imperceptiblement. Une graine de questionnement a germé dans mon esprit fatigué. Cette graine s'appelle « Et si Margot avait raison ?» Cette pensée, si terrifiante soit-elle, commence à faire son chemin dans ma conscience résignée. Les 3 jours qui suivent s'écoulent dans cette routine monotone qui caractérise ma relation avec Camille. Elle sort, dépense, rentre tard et recommence. Chaque matin, je descends à l'épicerie avec cette boule au ventre qui ne me quitte plus, me demandant quelle sera la prochaine demande, le prochain petit service, qui grugeait encore un peu plus mes économies dérisoires. Mardi matin, le ciel marseillais arbore cette couleur gris-perle typique de novembre. Les nuages bas semblent peser sur la ville comme une chape de plomb, et même la Méditerranée a perdu son éclat habituel. J'ouvre ma boutique avec cette sensation étrange que quelque chose va changer, sans savoir encore dans quel sens. La matinée se déroule comme d'habitude jusqu'à 10h30, quand Madame Cornet, ma voisine du dessus, fait irruption dans l'épicerie avec une expression affolée que je ne lui connaissais pas. « Elisabeth, il faut que je vous parle, c'est urgent. » Madame Cornet est professeure de français retraitée, une femme posée et réfléchie qui ne s'affole jamais pour rien. La voir dans cet état me glace le sang. « Qu'est-ce qui se passe? » « C'est votre Camille. Je l'ai entendue crier depuis chez moi. Elle hurle comme une folle, elle jette des objets. J'ai cru qu'elle était en danger. » Mon sang ne fait qu'un tour. Je ferme précipitamment l'épicerie et monte les escaliers 4 à 4, le cœur battant la chamade. Effectivement, depuis le palier du 2e étage, j'entends des cris stridents qui proviennent de notre appartement. La voix de Camille, mais déformée par une hystérie que je ne lui connaissais pas. J'ouvre la porte avec ma clé et le spectacle qui m'attend me sidère. Le salon est sans dessus-dessous, coussins jetés par terre, magazines éparpillés, la table basse renversée. Au milieu de ce chaos, Camille danse littéralement, un morceau de papier froissé dans les mains, les yeux exorbités et le visage rouge d'excitation. « Maman! Maman! Tu vas pas le croire! Je suis riche! Je suis millionnaire! » Elle agite le papier devant mon visage avec une frénésie inquiétante. Ses cheveux sont en bataille, son t-shirt de pyjama est taché de café et dans ses yeux brille une lueur que je n'avais encore jamais vue. La cupidité à l'état pur. « Camille, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? » 800 000 euros, maman. 800 000 euros. J'ai gagné à la loterie. Elle brandit le billet sous mon nez. Un simple ticket de grattage froissé, probablement trouvé au fond de son sac parmi les dizaines de tickets perdants qu'elle achète chaque semaine avec mon argent. Mes yeux se focalisent sur les chiffres, et effectivement, ils semblent correspondre à une combinaison gagnante. Tu es sûre que... Sûre? Regarde toi-même! Elle me fourre le ticket entre les mains. Mes doigts tremblent légèrement tandis que j'examine le papier glacé. Les numéros correspondent effectivement à la grille, et la somme indiquée est bien 800 000 euros. Une fortune. De quoi changer une vie entière. Pendant quelques secondes, je reste paralysée par l'incrédulité. Puis, contre toute attente, je ressens un élan de joie pure. Ma fille a gagné. Ma petite fille va enfin pouvoir se construire une vraie vie, indépendante et autonome. Elle va peut-être enfin comprendre la valeur de l'argent quand elle en aura vraiment. Cette pensée naïve traverse mon esprit comme un éclair d'espoir. Camille, c'est fantastique. Tu te rends compte? Tu vas pouvoir. Mais quelque chose dans son expression m'arrête net. Cette lueur dans ses yeux n'est pas de la joie, c'est autre chose. Quelque chose de dur, de calculateur, de froid. Pour la première fois de ma vie, j'ai peur de ma propre fille. Écoute, maman, il faut qu'on parle. Elle s'assoit sur le canapé, soudain très calme, comme si l'hystérie des minutes précédentes n'avait été qu'une mise en scène. Cette transition brutale me déstabilise complètement.
Maintenant que j'ai cet argent, les choses vont changer. Tu comprends? Changer comment? Eh bien, je vais plus avoir besoin de ton aide financière, évidemment. Jusqu'ici, rien d'anormal. C'est même exactement ce que j'espérais entendre. Et puis, je vais pouvoir enfin vivre ma vraie vie. Voyager, acheter de beaux vêtements, sortir dans de vrais restaurants, fréquenter des gens de mon niveau. Des gens de son niveau. Ces mots me font l'effet d'une gifle. Qui sont ces gens de son niveau? Et où est ma place dans cette nouvelle hiérarchie sociale qu'elle vient d'inventer? Camille, je suis heureuse pour toi. Vraiment. Mais tu sais, l'argent ne change pas qui on est au fond. Elle éclate de rire. Un rire métallique, désagréable, que je ne lui connaissais pas. Maman, tu dis ça parce que tu n'as jamais eu d'argent. Moi maintenant j'en ai, et ça change tout. La froideur de sa voix me transperce comme une lame de glace. Dans ces mots, j'entends déjà la distance qu'elle compte mettre entre nous. Comme si mes 58 années de privation et de sacrifice pour elle ne pesaient plus rien face à ce morceau de papier. Et puis, il y a autre chose dont il faut qu'on parle. Elle marque une pause, savourant manifestement l'effet dramatique de ses paroles. Cette maison, enfin cet appartement, il va falloir qu'on trouve une solution. Une solution? Pourquoi faire? Maman, tu vas pas comprendre, mais maintenant que j'ai les moyens, je veux recevoir des gens. Des gens importants. Et franchement, cet appartement, il n'est pas vraiment à la hauteur de mon nouveau statut. Mon nouveau statut? Elle a gagné à la loterie il y a 1 heure et elle parle déjà de statut social. Comme si l'argent était une baguette magique qui transformait instantanément une fille de 35 ans sans emploi en membre de l'élite sociale. Camille, cet appartement, c'est notre maison. Ta maison. Tu as grandi ici. Justement, j'ai grandi, maman. Et maintenant, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'indépendance. Indépendance. Le mot que j'espérais entendre depuis des années, mais pas dans ce contexte, pas dit avec cette froideur calculatrice. Tu veux déménager? C'est très bien, ma chérie. Avec 800 000 €, tu peux t'acheter un bel appartement, et moi je... Non, maman, tu comprends pas. C'est pas moi qui vais déménager. C'est toi. Le temps semble se suspendre. Les mots de Camille flottent dans l'air de notre salon comme une sentence inéluctable. Moi? Déménager? De chez moi? Comment ça, moi? Maman, sois réaliste. Cet appartement, il est à ton nom, d'accord. Mais qui paye le crédit depuis 10 ans? Qui paye les charges? Qui paye tout dans cette maison? Elle a raison sur ce point. Depuis que j'ai signé ce prêt hypothécaire pour acheter cet appartement, c'est effectivement moi qui assume tous les frais. Camille n'a jamais participé à aucune dépense domestique. Mais Camille, c'est normal? Tu es ma fille? Exactement. Et maintenant, ta fille a les moyens de racheter ta part et de devenir propriétaire. Tu vois ça comme un cadeau. Moi, je te libère de tes dettes. Me libérer de mes dettes. Elle présente son égoïsme comme un service rendu. Cette perversion du langage me donne la nausée. Camille, où veux-tu que j'aille? J'ai 58 ans. Je gagne à peine de quoi vivre avec l'épicerie. Maman, tu dramatises. Tu trouveras bien un petit studio quelque part. Et puis, tu seras enfin indépendante toi aussi. Indépendante. Elle retourne le mot contre moi avec une habileté diabolique. Comme si c'était moi qui étais dépendante d'elle, et non l'inverse. Je me lève, les jambes flageolantes, et me dirige vers la fenêtre. Dehors, la vie continue. Madame Joséphine traverse la rue avec son petit panier, Monsieur Bertrand arrange sa vitrine de boulangerie, des enfants jouent dans la cour de l'école. Tout me paraît soudain irréel, comme si je regardais un film dont je ne comprenais plus l'intrigue. Camille, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je te demande rien, maman. Je te propose une solution gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Le jargon commercial dans la bouche de ma fille me révulse. Quand a-t-elle appris à parler comme ça? Où a-t-elle puisé cette froideur d'homme d'affaires? Et si je refuse? La question sort de ma bouche avant même que j'aie eu le temps de réfléchir. Camille me regarde avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de surprise et d'agacement, comme si elle n'avait même pas envisagé cette possibilité. Refuser? Maman, pourquoi tu refuserais? Je te dis que je rachète ta part au prix du marché. Tu réalises la chance que tu as? La chance que j'ai? Ben oui. Tu vas enfin être débarrassée de ce crédit. Tu vas pouvoir prendre un nouveau départ. Camille, j'ai 58 ans. À 58 ans, on ne prend pas de nouveau départ. On cultive ce qu'on a semé toute sa vie. Maman, je comprends que ça puisse te faire peur, mais tu verras, ce sera bien pour toi aussi. Ce sera bien pour moi aussi. Cette condescendance bienveillante est peut-être pire que la froideur franche. Elle me parle comme à une enfant qu'on console après lui avoir pris son jouet préféré. Je me retourne vers elle. Ma fille. Mon unique enfant. Celle pour qui j'ai travaillé sans compter, économisé chaque euro, renoncé à tant de choses. Et dans ses yeux,
Je ne lis plus aucune trace d'amour filial. Seulement l'impatience de quelqu'un qui veut voir s'exécuter ses ordres. Et si je te disais non? Si je te disais que cet appartement, c'est ma maison, ma vie, mes souvenirs? Son visage se durcit imperceptiblement. Maman, sois raisonnable. Moi, maintenant, j'ai les moyens de vivre la vie que je mérite. Toi, tu as toujours vécu dans la médiocrité. C'est pas grave, chacun son destin. Mais me demande pas de rester bloqué dans ta médiocrité sous prétexte qu'on est de la même famille. La médiocrité. Ma vie entière résumée en un mot méprisant. Mes 40 années de travail acharné, mes privations quotidiennes, mon amour inconditionnel pour elle, de la médiocrité. Camille, tu sais quoi? Tu as raison. Chacun son destin. Moi, mon destin, c'est de rester chez moi. Si tu veux ton indépendance, tu déménages. Tu as les moyens maintenant, non? Pour la première fois depuis le début de cette conversation, je vois Camille déstabilisée. Elle ne s'attendait manifestement pas à une résistance de ma part. Dans son esprit, j'étais acquise d'avance, comme toujours. « Maman, tu me déçois. Je pensais que tu serais heureuse pour moi. » Le chantage affectif. Sa dernière arme quand la manipulation douce ne fonctionne pas. Je suis heureuse que tu aies gagné cet argent, mais je ne suis pas heureuse de découvrir ce qu'il révèle de ta vraie personnalité. Ses yeux s'embrasent de colère. Ma vraie personnalité? Et c'est quoi ma vraie personnalité? Une étrangère égoïste qui ne voit en sa mère qu'un obstacle à son bonheur. Le silence qui suit mes paroles est pesant, électrique. Nous nous regardons comme deux adversaires jaugeant leurs forces respectives. 35 ans de relation mère-fille viennent de se réduire à ce face-à-face hostile. « Très bien », dit-elle finalement avec une voix glaciale. « Puisque c'est comme ça, on va faire autrement. » Elle se lève et se dirige vers sa chambre. Je l'entends ouvrir et fermer des tiroirs avec violence. Quand elle revient, elle porte une valise et un sac de voyage. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je vais à l'hôtel. » Le temps de trouver un appartement digne de mon nouveau statut. Elle traîne ses bagages vers la porte d'entrée, puis se retourne vers moi. « Ah, et maman? Tu peux garder ton appartement minable? Moi, je vais m'acheter quelque chose de vraiment bien. Quelque chose qui correspond à ce que je suis vraiment. » La porte claque avec une violence qui fait trembler les murs. Je reste seule au milieu du salon dévasté, entourée des débris de notre relation. Le silence qui s'installe est assourdissant. Je me laisse tomber sur le canapé, et pour la première fois depuis des années, je pleure. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement mélangées à une douleur profonde. Soulagement de ne plus avoir à subir cette tension constante, cette manipulation quotidienne. Douleur de réaliser que ma fille, mon unique enfant, est devenue cette personne que je ne reconnaisse plus. Mon téléphone sonne. C'est Margot. « Ellie? » J'ai essayé de t'appeler à la boutique, mais ça ne répondait pas. « Tout va bien? » À travers mes sanglots, je lui raconte toute la scène. L'argent, les exigences de Camille, sa froideur, son départ. Margot m'écoute sans m'interrompre, et à la fin de mon récit, elle reste silencieuse quelques secondes. « Ellie, ma chérie, je sais que c'est dur à entendre, mais peut-être que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Comment tu peux dire ça? Parce que pour la première fois de sa vie, Camille vient de montrer son vrai visage. Plus de masque, plus de manipulation subtile. Tu as vu ce qu'elle est vraiment quand elle pense ne plus avoir besoin de toi. » Ces mots résonnent dans ma tête avec une vérité implacable. Oui, j'ai vu. J'ai vu une femme capable de jeter sa mère comme un Kleenex usagé dès qu'elle pense avoir trouvé mieux. Mais Margot, c'est ma fille. Non, Ellie. Ta fille, c'était la petite fille que tu as élevée avec amour. Cette femme qui vient de partir, c'est le monstre que tu as involontairement créé en ne sachant jamais dire non. Le mot monstre me fait mal, mais je ne peux pas le nier. Il y avait quelque chose de monstrueux dans les yeux de Camille aujourd'hui. Une absence totale d'empathie. Une froideur reptilienne qui m'a glacé le sang. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Rien. Tu attends. Tu vis ta vie et tu verras bien ce qui se passe. Après avoir raccroché, je passe le reste de la journée à errer dans l'appartement comme une âme en peine. Partout, des souvenirs de Camille enfant me sautent aux yeux. Sa première dent accrochée au frigo par un aimant, ses dessins d'école maternelle encadrés dans le couloir, des photos de vacances où elle sourit à pleines dents en me tenant la main. Où ai-je perdu cette petite fille? À quel moment s'est-elle transformée en cette étrangère égoïste? J'essaie de retrouver le moment précis, l'événement déclencheur, mais ma mémoire ne me renvoie qu'une succession de petits renoncements, de limites non posées, de « oui » prononcés à la place de « non » nécessaires. Le lendemain matin, je rouvre l'épicerie avec une sensation étrange, comme si j'émergeais d'un long cauchemar. Mes clients habituels défilent, et pour la première fois depuis longtemps, j'arrive à me concentrer pleinement sur mon travail. Pas de téléphone qui sonne pour des demandes d'argent, pas d'angoisse anticipée sur la prochaine réclamation.
Un silence presque inquiétant tant j'y étais déshabituée. Madame Joséphine arrive vers 9 heures avec son sourire habituel. « Bonjour Elisabeth, vous avez l'air en forme ce matin ?» En forme, c'est surprenant après la journée d'hier. Mais en y réfléchissant, elle n'a peut-être pas tort. Quelque chose s'est dénoué en moi, une tension permanente qui s'est relâchée. « Bonjour Madame Joséphine. Dites-moi, votre petit-fils, il étudie toujours l'ingénierie ?»« Oh oui, il vient de décrocher un stage dans une entreprise d'énergie renouvelable. Il est si fier. Et vous savez ce qui me touche le plus? Il a trouvé ce stage tout seul, sans aide de personne. À 20 ans, il sait déjà se débrouiller. À 20 ans, il sait déjà se débrouiller. Ces mots me font l'effet d'une révélation douloureuse. Voilà un jeune homme de 20 ans plus autonome que ma fille de 35 ans. La matinée passe tranquillement. Vers 11 heures, mon téléphone vibre. Un message de Camille. « Maman, j'ai trouvé un hôtel fantastique près du Vieux-Port. Piscine sur le toit, room service 24h/24, vue sur mer. Tu peux pas savoir comme ça fait du bien de vivre enfin à sa hauteur. Bisous. » Cette photo d'elle souriante dans un décor luxueux me laisse de marbre. Hier, j'aurais été inquiète de l'avoir dépensé autant d'argent si vite. Aujourd'hui, je ressens juste une indifférence teintée de tristesse. Si elle veut brûler sa fortune en futilité, c'est son choix. L'après-midi, Madame Cornet descend me voir. « Elisabeth, hier j'ai été indiscrète, mais j'ai entendu votre dispute avec Camille. Est-ce que tout va bien ?» J'hésite à lui confier mes problèmes personnels, puis je me dis qu'après tout, elle s'inquiète sincèrement. Camille a gagné de l'argent à la loterie, beaucoup d'argent, et ça a révélé certaines choses que sur sa personnalité. Madame Cornet hoche la tête avec compréhension. L'argent ne change pas les gens, il révèle qui ils sont vraiment. C'est ce que disait toujours mon mari. Cette phrase me frappe par sa justesse. L'argent n'a pas changé Camille, il a juste levé le voile sur sa vraie nature. Une nature que j'avais peut-être toujours refusé de voir, aveuglée par mon amour maternel. Le soir, je ferme l'épicerie et remonte chez moi. L'appartement est silencieux, rangé, paisible. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas cette appréhension en ouvrant la porte. Je ne vais pas trouver de vêtements traînés, de vaisselle sale abandonnée, de désordre à nettoyer derrière ma fille adulte. Je prépare un repas simple pour moi seule. Une soupe de légumes avec un morceau de pain. Dans le silence de ma cuisine, je redécouvre le plaisir de manger tranquillement, sans avoir à écouter les récriminations de Camille sur ma cuisine trop simple ou ses demandes incessantes. Vers 20 heures, mon téléphone sonne. Camille. « Allô, maman ?» Sa voix a retrouvé cette intonation douce qu'elle prend quand elle veut quelque chose. « Bonsoir, Camille. Écoute, j'ai réfléchi à hier. Je me suis peut-être un peu emportée. Tu sais, c'est l'émotion, tout cet argent d'un coup. Voilà. Le retour en arrière classique quand elle réalise qu'elle a peut-être été trop loin. Et donc, je me disais, si tu veux, on peut oublier cette histoire d'appartement. Tu peux rester, bien sûr. C'est chez toi aussi. Chez moi aussi. Comme c'est généreux de sa part de me donner la permission de rester chez moi. C'est très aimable à toi, Camille. Par contre, j'ai un petit problème. Ah, voilà le véritable motif de son appel. Quel problème? Ben, cet hôtel, il est fantastique, mais il coûte une fortune. 300 € la nuit. Et comme j'ai pas encore touché l'argent du billet gagnant, tu n'as pas encore touché l'argent? Ben non, tu sais comment c'est, l'administration. Il faut aller au siège de la Française des Jeux, faire valider le ticket, remplir des papiers. C'est super compliqué. Ça peut prendre une semaine ou deux. Une semaine ou deux. Pendant lesquelles elle compte faire quoi? Vivre à crédit? Donc tu voudrais que tu me prêtes un peu d'argent en attendant. Juste pour l'hôtel et les petites dépenses. Tu sais bien que je te rembourserai dès que j'aurai récupéré mes 800 000 €. 800 000 € qui me permettront enfin de prendre ma retraite anticipée. 800 000 € que je ne verrai jamais, évidemment. Camille, combien exactement? 2 000 €, pour tenir jusqu'à ce que je touche. 2 000 €, le montant de mes économies totales, péniblement constitué euro après euro au cours de ces dernières années. Camille, je n'ai pas 2 000 €. Maman, arrête! Je sais très bien que tu as de l'argent de côté. Tu as toujours de l'argent de côté. Cette assurance dans sa voix me sidère. Elle parle de mes économies comme si c'était une évidence qu'elles soient à sa disposition. Et si je refuse? Silence. Un long silence où j'entends presque les rouages de son cerveau qui s'activent pour trouver l'argument massu. Maman, tu vas quand même pas laisser ta fille unique dormir dans la rue? La culpabilisation. Son arme favorite. Sauf que cette fois, quelque chose en moi résiste. Camille, tu as 35 ans. Tu as prétendu avoir gagné 800 000 €. Si tu es vraiment riche, trouve un autre moyen de financer ton train de vie. Mais maman,
C'est juste en attendant? Tu sais bien que... Je sais surtout que hier, tu étais prête à me jeter dehors de chez moi. Et qu'aujourd'hui, tu me demandes mes économies. Maman, je t'ai dit que j'étais désolée pour hier. Non, tu m'as dit que tu t'étais peut-être emportée. Ce n'est pas pareil qu'être désolée. Un nouveau silence. Plus tendu cette fois. Bon, très bien. Je vois comment tu es. J'ai gagné la plus belle fortune de ma vie et ma propre mère refuse de m'aider le temps que je la récupère. C'est noté. Camille. Non, laisse tomber. Je me débrouillerai toute seule. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Cette inversion de la réalité me coupe le souffle. Depuis quand Camille se débrouille-t-elle toute seule? Au revoir, maman. Et elle raccroche. Je reste avec le téléphone à la main, stupéfaite par ce culot incroyable. En l'espace de 2 jours, elle m'a insultée, humiliée, chassée de chez moi, puis elle a tenté de me manipuler pour que je finance son train de vie de nouvelle riche. Et je suis supposée me sentir coupable de refuser? Pour la première fois de ma vie de mère, je ressens quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. De la colère pure contre ma propre fille. Pas de la déception, pas de la tristesse, de la colère. Cette nuit-là, je dors d'un sommeil profond et réparateur. Un sommeil que je n'avais plus connu depuis des années. Les 48 heures qui suivent à cette conversation téléphonique sont les plus sereines que j'ai vécues depuis des années. Je me réveille chaque matin sans cette boule d'angoisse au ventre qui me tenaillait habituellement, me demandant quelle serait la prochaine demande de Camille, le prochain drame financier qu'elle allait m'infliger. Pour la première fois depuis si longtemps, je redécouvre le plaisir simple de vivre selon mes propres rythmes, mes propres désirs. Mercredi matin, j'ouvre l'épicerie avec une énergie nouvelle. Le soleil marseillais a percé la couverture nuageuse de la veille et les rayons dorés qui filtrent à travers ma vitrine donnent aux bocaux d'olive et au fromage de chèvre des reflets chaleureux qui me réchauffent le cœur. Je prends le temps d'arranger ma devanture avec un soin particulier, disposant mes produits comme une artiste compose un tableau. Madame Joséphine arrive avec son sourire habituel. Mais aujourd'hui, au lieu de me contenter de la servir machinalement, je prends le temps de vraiment l'écouter quand elle me raconte ses petites nouvelles du quartier. Elle me parle de son voisin qui a repeint sa façade en bleu lavande, de la nouvelle boulangerie qui ouvre rue des Repentis, de sa petite nièce qui vient d'accoucher d'une petite fille. Vous savez, Elisabeth, vous avez l'air différente ce matin. Comment dire, plus présente. Plus présente. Ces mots me touchent profondément parce qu'ils décrivent exactement ce que je ressens. Pendant des années, j'ai vécu en mode survie, l'esprit constamment préoccupé par les problèmes de Camille, incapable de me concentrer pleinement sur l'instant présent. Aujourd'hui, pour la première fois depuis si longtemps, je suis vraiment là, dans ma boutique, avec mes clients, dans ma vie. Vers 10h, M. Tavani passe prendre son pecorino habituel. Mais au lieu de repartir immédiatement après son achat, il s'attarde, s'accoudant au comptoir avec cette nonchalance méditerranéenne que j'ai toujours admirée chez lui. Dites-moi, Elisabeth, vous qui connaissez bien les jeunes d'aujourd'hui, mon petit-fils Marco, il me demande conseil pour ses études. Il hésite entre 2 masters, un à Marseille et un à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? La question me surprend et me flatte à la fois. Voilà un homme qui me demande mon avis sur l'avenir de son petit-fils, qui fait confiance à mon jugement. Depuis si longtemps, je ne servais qu'à financer les caprices de Camille. Personne ne me demandait plus jamais ce que je pensais vraiment. À mon avis, ça dépend de ce qu'il veut faire de sa vie. Je réponds après réflexion. S'il veut rester près de sa famille, près de ses racines, Marseille est parfait. Mais s'il a envie de découvrir autre chose, de se dépasser, Paris peut lui apporter beaucoup. Monsieur Tavani hoche la tête pensivement. C'est exactement ce que je me disais. Et vous savez quoi? Je crois que je vais lui conseiller Paris. Un jeune homme, ça doit voir du pays, apprendre à se débrouiller loin de sa famille. C'est comme ça qu'on devient vraiment adulte. Vraiment adulte. Ces mots résonnent en moi avec une acuité douloureuse. À 18 ans, le petit-fils de M. Tavani est prêt à quitter le cocon familial pour construire sa propre vie. Ma fille de 35 ans, elle, n'a jamais réussi à couper le cordon. L'après-midi, je reçois un message de Camille. « Maman, je passe à l'appartement chercher quelques affaires. Ne t'inquiète pas, je ne resterai pas longtemps. » Le ton est sec, distant, très différent de ses tentatives de manipulation habituelles. J'en déduis qu'elle a trouvé un autre moyen de financer son train de vie princier et qu'elle n'a plus besoin de mes services pour le moment. Vers 16h, je ferme l'épicerie et remonte chez moi. En ouvrant la porte de l'appartement, je constate immédiatement le passage de Camille. Sa chambre a été vidée de la plupart de ses affaires, et dans le salon, il manque quelques objets de valeur. Le vase en cristal que ma mère m'avait offert pour mes 40 ans, la petite pendule ancienne qui trônait sur la cheminée, le service en argent que j'avais hérité de ma grand-mère. Tous disparus.
Au début, j'espère encore qu'il y a une explication innocente. Peut-être a-t-elle emporté ces objets pour les mettre en sécurité dans sa nouvelle vie de millionnaire? Mais au fond de moi, je sais déjà la vérité. Ces objets ont été vendus pour financer ses folies de luxe en attendant de toucher sa fortune imaginaire. Je m'assieds sur le canapé, face à la cheminée dépouillée de sa pendule, et je pleure. Pas sur les objets eux-mêmes, bien qu'ils aient une valeur sentimentale importante, mais sur ce qu'ils représentent. Ma propre fille est venue chez moi comme une voleuse, prenant ce qui lui faisait envie sans me demander mon avis. Elle a franchi une ligne rouge que je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse franchir. Mon téléphone sonne. C'est Margot. « Ellie, tu vas bien? Tu as une drôle de voix. » Je lui raconte les vols, mes larmes, ma déception profonde. Margot m'écoute sans m'interrompre, puis soupire longuement. « Ma pauvre chérie, tu sais, il y a une expression qui dit « On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. » Pendant des années, tu as fait semblant de ne pas voir qui était vraiment Camille. Maintenant, tu ne peux plus fermer les yeux. Mais Margot, c'est ma fille. Comment est-ce qu'elle a pu en arriver là? Parce que tu ne lui as jamais appris qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. Pour elle, tout ce qui est à toi est à elle. Ça a toujours été comme ça. Cette vérité me frappe comme un coup de massue. Oui, Camille a toujours considéré mes biens comme les siens. Mon argent, ma maison, mes affaires, tout était naturellement à sa disposition. Je n'avais jamais rien qui soit vraiment privé, personnel, sacré. Qu'est-ce que je dois faire? Rien, absolument rien. Tu attends, et tu verras bien comment son château de cartes va s'effondrer. Jeudi passe dans une tranquillité relative. Pas de nouvelles de Camille, pas de demande d'argent, pas de drame. Je profite de cette paix pour réorganiser l'appartement, combler les espaces vides laissés par les objets disparus. Curieusement, au lieu de me sentir dépouillée, j'ai l'impression de me libérer d'un poids. Ces objets portaient trop de souvenirs, trop d'attentes déçues. Vendredi matin, vers 11h, je suis en train de servir Madame Martinez quand mon téléphone se met à sonner avec une insistance inhabituelle. Premier appel, je laisse la messagerie prendre. Deuxième appel immédiatement après, même chose. Au troisième appel consécutif, Madame Martinez me fait un signe compréhensif. « Répondez donc, Elisabeth, ça a l'air urgent. » Je regarde l'écran. Camille. Je décroche avec une appréhension grandissante. « Allô? Maman! Maman! Il faut que tu viennes tout de suite. » Sa voix est méconnaissable. Hystérique, paniquée, au bord de la crise de nerfs. En arrière-plan, j'entends des bruits de voix, des portes qui claquent, une agitation qui ne présage rien de bon. « Camille, qu'est-ce qui se passe? Je suis au commissariat. Ils m'ont arrêtée. Il faut que tu viennes tout de suite avec de l'argent. » Le commissariat? Arrêté? Mon sang ne fait qu'un tour. « Camille, calme-toi. Explique-moi ce qui s'est passé. » C'est ce putain de billet. Il était pas bon. J'ai tout dépensé et maintenant je peux plus payer. Le billet? Pas bon? Mon cerveau met quelques secondes à traiter l'information. Le billet de loterie. Ne serait pas gagnant? Comment ça, pas bon? Il était d'un autre tirage. Je me suis trompée de date. J'ai cru que c'était le bon numéro, mais c'était d'une semaine avant. Maman, tu comprends? J'ai pas gagné. J'ai rien gagné du tout. La vérité me frappe comme la foudre. Le billet était d'un mauvais tirage. Camille n'a jamais été millionnaire. Toute cette comédie, cette transformation en monstre d'égoïsme, cette cruauté envers moi, c'était pour rien. Pour une erreur de lecture, une confusion de date. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? Ils m'ont demandé de payer. 3 jours d'hôtel, plus le room service, plus le spa, 7 000 €. Je leur ai dit que j'allais récupérer mon argent, mais quand je suis allée au siège de la Française des Jeux, ils m'ont dit que le billet était périmé. 7 000 €. En 3 jours, elle a dépensé l'équivalent de 4 mois de mon chiffre d'affaires, en vivant une vie de milliardaire avec de l'argent qu'elle n'avait pas. Et comment tu comptais payer? Avec ta carte. J'ai donné ta carte à l'hôtel, mais elle est passée en découvert. La banque a bloqué le paiement. Maintenant, l'hôtel porte plainte pour escroquerie. Ma carte. Elle a utilisé ma carte bancaire sans me demander mon accord, pour payer ses folies de grandeur. Et maintenant, c'est moi qui risque d'être poursuivie pour les dettes qu'elle a contractées. Camille, comment as-tu eu ma carte? Je l'ai prise mercredi quand je suis venue chercher mes affaires. Maman, c'est pas le moment de faire des reproches. Il faut que tu viennes me sortir de là. Me sortir de là. Après m'avoir volé mes objets de famille, utilisé ma carte bancaire à mon insu et m'avoir insultée de la pire des manières, elle veut que je vienne la sauver de ses propres conneries. Camille, combien il demande? 7 000 € pour l'hôtel, plus 3 000 pour les autres dépenses. 10 000 en tout. Maman, tu peux demander un crédit, non? Ou hypothéquer l'appartement? Hypothéquer l'appartement.
Elle me demande de mettre en jeu le toit sous lequel je vis pour payer ses caprices de fausse millionnaire. Cette demande dépasse tellement l'entendement que j'ai du mal à réaliser qu'elle sort vraiment de la bouche de ma fille. Camille, je n'ai pas 10 000 €. Tu le sais très bien. Maman, débrouille-toi, vends la boutique, emprunte à Margot, fais quelque chose. Vendre la boutique, mon outil de travail, ma seule source de revenus, le fruit de 20 ans d'efforts et d'économies. Elle veut que je sacrifie toute ma vie pour réparer ses erreurs. Non, Camille. Le mot sort de ma bouche avec une fermeté qui me surprend moi-même. Comment ça non? Non, je ne vendrai pas ma boutique. Je n'hypothèquerai pas ma maison. Je ne paierai pas tes dettes. Un silence électrique s'installe. J'entends sa respiration saccadée à l'autre bout du fil et je peux presque visualiser son visage décomposé par l'incrédulité. Maman, tu peux pas me laisser comme ça. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, sa voix a perdu son ton hystérique. Elle devient suppliante, presque enfantine. L'intonation qu'elle prenait petite fille quand elle avait fait une bêtise et qu'elle espérait échapper aux conséquences. Camille, pendant 35 ans, j'ai payé pour toi. Tes vêtements, tes sorties, tes caprices, tes erreurs. J'ai renoncé à des vacances, à des plaisirs, à une retraite confortable pour que tu puisses vivre sans travailler. Et comment tu m'as remercié? En me chassant de chez moi, en me volant mes affaires, en me traitant comme une domestique. Maman, j'étais pas dans mon état normal, tu comprends, avec tout cet argent. Justement, Camille, cet argent a révélé ton vrai visage. Et ce visage, il ne me plaît pas du tout. Maman, s'il te plaît, j'ai appris ma leçon, je te jure. Plus jamais je recommencerai. Mais là, j'ai besoin de toi. J'ai appris ma leçon. Combien de fois ai-je entendu cette phrase? Après chaque connerie, chaque dérapage, chaque manipulation ratée, c'était toujours la même rengaine. J'ai appris ma leçon, maman. Tu sais quoi, Camille? Cette fois, tu vas vraiment apprendre ta leçon, toute seule. Maman, tu peux pas me faire ça. C'est ton sang, c'est ta fille unique. Le chantage à la filiation, son argument ultime, celui qui avait toujours fonctionné jusqu'à présent. Oui, tu es ma fille unique. Et c'est exactement pour ça que je ne peux plus continuer à te nuire en payant toutes tes conneries. Me nuire? Mais tu délires complètement. Tu es en train de m'abandonner. Non, Camille, je suis en train de t'obliger à assumer les conséquences de tes actes. C'est ce qu'on appelle devenir adulte. Je te déteste. Tu entends? Je te déteste. Tu es la pire mère du monde. Ces mots, qui m'auraient anéanti quelques jours plus tôt, me laissent étrangement indifférente aujourd'hui. J'ai déjà entendu pire de sa part et surtout, j'ai vu pire dans ses actes. C'est ton droit de me détester, Camille, mais ça ne changera pas ma décision. Très bien, puisque c'est comme ça, tu m'entendras plus jamais parler de moi. Jamais. Si c'est ce que tu souhaites. Elle raccroche avec violence. Le silence qui suit dans ma boutique est assourdissant. Madame Martinez me regarde avec inquiétude. « Ça va, Elisabeth ?»« Ça va, c'est la question à 1 million d'euros. Ma fille unique vient de me maudire, de me jurer une haine éternelle, et elle est actuellement au commissariat pour escroquerie. Objectivement, ça ne va pas du tout. Pourtant, au fond de moi, quelque chose s'est libéré. Une tension énorme, accumulée pendant des années, vient de se relâcher d'un coup. Pour la première fois de ma vie de mère, j'ai dit non à Camille. Non fermement, définitivement, sans possibilité de retour en arrière. Oui, je réponds à Madame Martinez. Ça va. Et étrangement, c'est vrai. L'après-midi passe dans une sorte de brouillard cotonneux. Je sers mes clients machinalement, l'esprit encore occupé par cette conversation téléphonique. Vers 16 heures, mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est un numéro inconnu. Madame Rousseau? Ici le commissaire Dubois, du 2e arrondissement. Votre fille nous a donné votre numéro comme contact d'urgence. Le commissaire. Ça devient concret, officiel, dramatique. Bonjour, commissaire. Qu'est-ce qui va se passer pour ma fille? Écoutez, madame, votre fille a contracté des dettes qu'elle ne peut pas honorer. Et elle a utilisé une carte bancaire qui n'était pas à son nom. Techniquement, c'est de l'escroquerie et de l'usage frauduleux. Mais si les dettes sont remboursées rapidement, les plaignants sont prêts à retirer leur plainte. Et si elles ne sont pas remboursées, votre fille risque une condamnation avec du sursis, mais surtout, elle va se retrouver interdite bancaire et fichée aux incidents de paiement. Ça va lui compliquer sérieusement la vie. C'est exactement ce dont elle a besoin. Une bonne complication qui l'obligera peut-être enfin à réfléchir aux conséquences de ses actes. Commissaire, ma fille a 35 ans. Elle est majeure et responsable de ses actes. Si elle a contracté des dettes, c'est à elle de les assumer. Un silence surpris accueille ma déclaration. Madame,
Vous êtes sûr? C'est votre fille unique et 10 000 euros. Ça représente certes une somme, mais... Commissaire, pendant 35 ans, j'ai payé les erreurs de ma fille. Aujourd'hui, j'arrête. Elle va enfin apprendre ce que signifie être responsable de ses choix. Très bien, madame. Je respecte votre position. Votre fille sera présentée au procureur dans les prochains jours. Après avoir raccroché, je reste immobile derrière mon comptoir. Voilà, c'est fait. J'ai coupé le cordon. Définitivement. Ma fille va affronter seule les conséquences de ses actes, et moi, je vais enfin pouvoir vivre ma vie sans cette épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. Le soir, je ferme l'épicerie et remonte dans mon appartement silencieux. Pour la première fois depuis des semaines, ce silence ne m'angoisse pas. Il ne porte plus la menace d'un retour imprévisible de Camille, d'une nouvelle demande d'argent, d'un nouveau drame à gérer. C'est un silence paisible, celui d'une maison où vivre enfin selon ses propres règles. Je prépare un repas simple, une omelette aux herbes de Provence avec une salade verte. Pendant que je mange, je repense aux événements de ces derniers jours avec un détachement qui me surprend. Il y a une semaine encore, j'aurais été anéantie par ce qui arrive à Camille. Aujourd'hui, je ressens surtout du soulagement. Mon téléphone sonne vers 20h. C'est Margot. « Ellie ? J'ai essayé de t'appeler cet après-midi, mais ça ne répondait pas. Comment tu vas ? » Je lui raconte tout, le faux billet, les dettes, le commissariat, ma décision de ne pas payer. Margot m'écoute sans m'interrompre, et à la fin de mon récit, elle reste silencieuse quelques secondes. « Tu sais quoi, Ellie ? Je suis fière de toi. » « Fière de moi ? Oui. Pour la première fois de ta vie, tu as choisi de te respecter toi-même plutôt que de céder au chantage affectif. C'est du courage, ça. Du courage. Je n'avais pas pensé à ça en ces termes, mais elle a peut-être raison. Il faut du courage pour briser un cycle de dépendance vieux de 35 ans. Mais Margot, c'est ma fille. Et si elle finit vraiment mal ? Ellie, ma chérie, tu n'es pas responsable de la vie de Camille. Tu es responsable de ta propre vie. Et ta vie, elle vaut la peine d'être vécue. Tu ne crois pas ? Ma vie vaut la peine d'être vécue. Cette phrase résonne dans ma tête longtemps après avoir raccroché. Oui, à 58 ans, j'ai encore des projets, des rêves, des envies. J'ai envie de voyager, de découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux produits pour ma boutique. J'ai envie d'apprendre à peindre, comme j'en ai toujours rêvé. J'ai envie de refaire ma décoration, de m'offrir des petits plaisirs que je me suis toujours refusés. Samedi matin, je me réveille avec une sensation étrange, celle de commencer une nouvelle vie. L'appartement est silencieux, mais ce n'est plus un silence lourd d'appréhension. C'est un silence plein de possibilités. J'ouvre l'épicerie avec une énergie renouvelée. Mes premiers clients remarquent immédiatement le changement. « Bonjour, Elisabeth. Vous avez l'air en forme ce matin ?» me dit M. Tavani avec son sourire habituel. « Bonjour, Giovanni. Oui, ça va bien. Très bien même. Tant mieux. Vous savez quoi? Mon petit-fils Marco a finalement choisi Paris pour ses études. Il part la semaine prochaine. C'est formidable. Il a raison. À son âge, il faut avoir le courage de quitter le nid familial. Quitter le nid familial. Ces mots prennent une résonance particulière dans ma bouche. Camille n'a jamais quitté le nid. Elle s'y est installée comme un coucou, grandissant jusqu'à prendre toute la place et étouffer sa propre mère. Vers midi, je vais déjeuner chez Margot à Aix-en-Provence. C'est la première fois depuis des mois que je ferme l'épicerie pour me faire plaisir sans culpabiliser. Le trajet en car me semble plus beau que d'habitude. La campagne provençale défile sous mes yeux avec ses couleurs d'automne, ses vignes roussies par les premières gelées, ses oliviers argentés qui dansent dans le Mistral. Margot m'accueille avec un sourire complice. « Alors, comment tu te sens? » « Libre. » Je réponds sans réfléchir. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. « Et tu comptes faire quoi de cette liberté? » J'en sais rien encore, mais j'ai des projets qui commencent à germer. Pendant le repas, nous parlons d'avenir. Margot me propose de partir en vacances avec elle au printemps prochain, quelque part dans les Alpes ou en Italie. L'idée me séduit immédiatement. Quand ai-je pris des vraies vacances pour la dernière fois? Il y a au moins 10 ans. Tu sais ce que tu devrais faire aussi? Me dit Margot en servant le dessert. Tu devrais changer la serrure de ton appartement. Cette suggestion me frappe par son évidence. Oui, je dois changer la serrure. Non seulement pour des raisons pratiques, éviter que Camille ne revienne se servir dans mes affaires, mais aussi symboliquement, fermer définitivement la porte à cette relation toxique. Tu as raison. Je le ferai cette semaine. Le dimanche se déroule dans une tranquillité absolue. Pas de nouvelles de Camille, pas d'appel du commissariat, pas de drame. J'en profite pour faire le grand ménage de l'appartement, réorganiser les placards, jeter tout ce qui ne me sert plus.
C'est thérapeutique, cette sensation de faire place nette. En fin d'après-midi, je m'installe sur mon petit balcon avec une tisane et un livre. La vue donne sur les toits du panier et au loin, on aperçoit le port et la mer. Le soleil couchant peint les façades ocre d'une lumière dorée qui réchauffe le cœur. Pour la première fois depuis des années, je savoure vraiment ce moment de paix. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. « Maman, c'est Camille. » J'écris avec le téléphone d'une fille de la cellule. Ils m'ont laissé sortir, mais je dois me présenter au juge mardi. « Maman, j'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-moi. » Je lis le message 2 fois, puis j'efface sans répondre. « Non, Camille, tu n'as plus besoin de moi. Tu as besoin d'apprendre à te débrouiller seule. Et moi, j'ai besoin de vivre ma propre vie. » Lundi matin, j'ouvre l'épicerie avec une sérénité que je n'avais plus connue depuis longtemps. La routine reprend, mais elle n'a plus le même goût. Elle n'est plus subie, elle est choisie. C'est ma vie, ma boutique, mon rythme. Vers 10 heures, un homme que je ne connais pas entre dans la boutique. La quarantaine, costume élégant mais froissé, l'air fatigué. « Bonjour madame, vous êtes bien madame Rousseau? »« Oui, c'est moi. Je suis maître Bertrand, avocat. Votre fille m'a contacté pour la défendre dans son affaire. Elle m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider à comprendre sa situation. » Un avocat. Camille a trouvé un avocat. Avec quel argent? La question me traverse l'esprit, mais je la chasse aussitôt. Ce n'est plus mon problème. Monsieur, ma fille a 35 ans. Elle peut très bien vous expliquer sa situation elle-même. Madame, je comprends que vous puissiez être fâchée contre votre fille, mais je ne suis pas fâchée, monsieur. Je suis fatiguée. Fatiguée de payer pour une adulte qui refuse de grandir. L'avocat me regarde avec surprise, manifestement décontenancé par ma réaction. Votre fille m'a dit que vous aviez toujours été très proche. Effectivement, trop proche. Et ça nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Madame Rousseau, 10 000 €, ce n'est pas énorme pour éviter à votre fille un casier judiciaire. Monsieur, 10 000 €, c'est 6 mois de mon chiffre d'affaires. Et même si j'avais cette somme, je ne la donnerais pas. Ma fille doit apprendre à assumer ses choix. L'avocat repart bredouille, visiblement perplexe face à cette mère qui refuse de sauver sa fille. Après son départ, je reste pensive. Est-ce que je suis une mauvaise mère? Est-ce que je suis trop dure? Non. Pour la première fois de ma vie, je suis une vraie mère. Une mère qui aime assez sa fille pour la laisser grandir, même si ça doit passer par la douleur. Les semaines qui suivent cette confrontation finale avec Camille s'écoulent dans une paix que je n'avais plus connue depuis des décennies. Chaque matin, je me réveille sans cette boule d'angoisse au ventre qui me tenaillait habituellement, sans me demander quel nouveau drame ma fille allait m'infliger. Pour la première fois depuis si longtemps, ma vie m'appartient vraiment. Le mardi, jour de la comparution de Camille devant le juge, je choisis délibérément de ne pas y penser. J'ouvre ma boutique comme tous les autres jours, j'accueille mes clients avec le sourire, je vends mes fromages de chèvre et mes olives de Nyon. La normalité de ces gestes simples me réconforte. Voilà ma vraie vie. Cette épicerie que j'ai construite pierre par pierre, ces clients fidèles qui me font confiance depuis des années, cette indépendance chèrement acquise. Vers 15 heures, Madame Cornet descend me voir. Son expression est inhabituelle, mélange d'inquiétude et de curiosité. « Elisabeth, j'ai quelque chose à vous dire. Ce matin, une jeune femme est venue sonner à votre porte. Elle avait l'air dans un état terrible. Elle pleurait. Mon cœur se serre. Camille. Elle a sonné pendant au moins 10 minutes, puis elle est repartie. Elle avait une valise avec elle. Une valise. Elle était donc venue récupérer ses dernières affaires. Ou peut-être espérait-elle encore que j'ouvre, que je cède, que je redevienne cette mère distributeur automatique qu'elle avait toujours connue. Merci de m'avoir prévenue, Madame Cornet. Elisabeth. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais c'est votre fille unique. Vous ne croyez pas que je devrais l'aider? Je termine sa phrase. Madame Cornet, aider quelqu'un, ce n'est pas toujours lui éviter les conséquences de ses actes. Parfois, c'est justement le contraire. Elle me regarde avec une expression pensive, puis hoche la tête. Vous avez peut-être raison, mon propre fils. Quand il était plus jeune, j'ai toujours tout fait pour lui éviter les difficultés. Résultat, il a mis très longtemps à devenir vraiment adulte. Ces mots me réconfortent. Je ne suis pas la seule mère à m'être posé ces questions, à avoir fait ces erreurs. Le soir, seule dans mon appartement, je ressens pour la première fois depuis des semaines un pincement de nostalgie. Non pas pour la Camille adulte égoïste et manipulatrice, mais pour la petite fille qu'elle était autrefois. Cet enfant câline qui me disait « Je t'aime maman » avec cette sincérité absolue de l'enfance, qui m'aidait parfois à l'épicerie pendant les vacances, qui dessinait des cœurs colorés pour la fête des mères.
Je sors un album photo de l'armoire et je feuillette les pages jaunies. Camille a 3 ans, barbouillée de chocolat, qui sourit de toutes ses petites dents. Camille a 7 ans, fière dans sa robe de première communion. Camille a 12 ans, tenant sa première médaille de natation. À quel moment ai-je perdu cet enfant? À quel moment s'est-elle transformée en cette étrangère cupide? La réponse me vient avec une évidence douloureuse. Progressivement, au fil de toutes ces fois où j'ai dit « oui » au lieu de « non », où j'ai cédé au lieu de tenir bon, où j'ai payé au lieu d'enseigner la responsabilité. Chaque capitulation a ajouté une pierre à ce mur d'égoïsme qui a fini par séparer ma fille de moi. Mercredi matin, mon téléphone sonne très tôt. 6h30. Un numéro que je ne connais pas. Madame Rousseau? Ici Maître Bertrand, l'avocat de votre fille. Je vous appelle pour vous donner des nouvelles de l'audience d'hier. Mon cœur s'accélère malgré moi. Votre fille a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et a remboursé intégralement les sommes dues. Elle est également interdite bancaire pour 2 ans. 6 mois avec sursis. Cela signifie qu'elle ne ira pas en prison, mais qu'elle aura un casier judiciaire. Et l'interdiction bancaire va effectivement lui compliquer la vie. Comment elle a pris la nouvelle? Difficilement. Elle s'attendait à une simple amende. La réalité du casier judiciaire l'a beaucoup choquée. La réalité. Voilà bien le problème de Camille depuis toujours. Son incapacité à accepter la réalité de ses actes et de leurs conséquences. Maître, je vous remercie de m'avoir informé, mais ma position n'a pas changé. Madame Rousseau, votre fille m'a demandé de vous transmettre un message. Elle dit qu'elle a compris son erreur, qu'elle veut changer, qu'elle est prête à travailler pour rembourser ses dettes. Combien de fois ai-je entendu ces promesses? À chaque connerie, c'était la même ritournelle. J'ai compris, maman, je vais changer, ça n'arrivera plus jamais. Maître, ma fille a 35 ans. Si elle veut vraiment changer, elle peut le faire. Mais sans mon aide financière. Madame, puis-je me permettre de vous dire que vous êtes très dure? Maître, puis-je me permettre de vous répondre que j'ai été trop tendre pendant 35 ans et que regardez où ça nous a menés? L'avocat n'a rien à répondre à cela. Après avoir raccroché, je reste un moment pensive. Camille prétend vouloir changer. Peut-être est-ce vrai. Peut-être cette épreuve va-t-elle enfin lui ouvrir les yeux. Mais si c'est le cas, elle devra le prouver par ses actes, pas par ses paroles. Les jours passent, et petit à petit, je redécouvre les plaisirs simples d'une vie libre. Je me réveille quand j'en ai envie, je mange ce qui me fait plaisir, je ferme l'épicerie 1 heure plus tôt pour aller me promener au bord de la mer. Ces petites libertés, qui paraissent dérisoires vues de l'extérieur, représentent pour moi des trésors inestimables. Un jeudi après-midi, je décide de faire quelque chose que je remets depuis des années. Je m'inscris à un cours de peinture. L'atelier se trouve dans une ancienne bastide restaurée sur les hauteurs de Marseille, avec une vue magnifique sur la baie. Le professeur, une femme de mon âge aux cheveux gris et aux yeux pétillants, m'accueille avec bienveillance. « Vous n'avez jamais peint? » « Jamais. Enfin, si, quand j'étais petite. Mais après. Après, la vie s'est chargée de vous faire oublier vos rêves d'enfant? » Sa phrase me touche en plein cœur. Oui, c'est exactement cela. Pendant des décennies, j'ai oublié mes rêves, mes envies, mes plaisirs personnels pour me consacrer entièrement aux besoins de ma fille. Mes premiers coups de pinceau sont maladroits, hésitants. Mais peu à peu, quelque chose se libère. Les couleurs se mélangent sur la toile, créent des nuances que je n'avais pas prévues, des harmonies inattendues. C'est exactement ce que je ressens dans ma vie en ce moment. Des couleurs nouvelles, des possibilités inexplorées. À la fin du cours, je regarde ma petite toile avec fierté. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais c'est mien, créé par moi, pour moi, sans avoir à justifier ce plaisir auprès de personne. En rentrant chez moi ce soir-là, je croise Monsieur Tavani dans l'escalier. Il porte un gros paquet et sourit largement. « Bonsoir, Elisabeth. Vous avez l'air radieuse ce soir. »« Bonsoir, Giovanni. J'ai commencé des cours de peinture. »« Ah, formidable. Vous savez, moi aussi j'ai une nouvelle. Mon petit-fils Marco vient de téléphoner de Paris. Il a trouvé un petit boulot d'étudiant dans un café et il est si fier. Il m'a dit « Nono, pour la première fois de ma vie, je gagne mon propre argent. Pour la première fois de ma vie, je gagne mon propre argent. » Cette phrase me serre le cœur. À 18 ans, Marco découvre la fierté de l'indépendance financière. Ma fille de 35 ans ne l'a jamais connue. C'est merveilleux, Giovanni. Il va apprendre la vraie valeur des choses. Exactement. Et vous savez quoi? Il m'a dit qu'il ne voulait plus que je lui envoie d'argent. Il veut se débrouiller tout seul. Au début, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais maintenant, je suis fière de lui. Il veut se débrouiller tout seul. Le contraste avec Camille est saisissant.
Novembre s'achève dans cette tranquillité nouvelle qui caractérise désormais ma vie. Je n'ai plus de nouvelles de Camille, et étrangement, cela ne m'angoisse plus. J'ai compris que son silence peut signifier deux choses. Soit elle rumine sa colère en attendant que je cède, ce qui était son habitude, soit elle a vraiment commencé à prendre sa vie en main. Dans les deux cas, mon rôle est le même, rester ferme dans ma décision. Début décembre, Margot m'appelle avec une nouvelle qui me surprend. « Ellie, tu ne vas pas le croire. J'ai croisé une de tes anciennes clientes à Aix hier. Madame Dubois, tu te souviens? Elle m'a dit qu'elle avait vu Camille qui travaillait dans une boulangerie près de la gare Saint-Charles. Camille, qui travaille? Dans une boulangerie? L'information met quelques secondes à se frayer un chemin dans mon cerveau. Ma fille, qui n'avait jamais tenu un emploi plus de 2 mois, qui trouvait toujours des excuses pour démissionner, qui considérait le travail manuel comme indigne d'elle, travaillerait dans une boulangerie? Tu es sûre que c'était elle? Madame Dubois était formelle. Elle l'a reconnue immédiatement. Elle était derrière le comptoir, en uniforme, et elle servait les clients. Mon premier réflexe est de me réjouir. Enfin, Camille travaille. Puis vient une pointe d'inquiétude. Dans quel état doit-elle être pour accepter un emploi qu'elle aurait méprisé il y a encore quelques semaines? Margot, tu crois que je devrais? Non, Ellie, tu ne devrais rien du tout. Si Camille travaille vraiment, c'est formidable. Mais c'est son choix, sa démarche, sa responsabilité. Ne gâche pas tout en allant jouer les mères poules. Elle a raison comme souvent. Si Camille a vraiment commencé à changer, ce changement doit venir d'elle, pas de moi. Les jours suivants, je suis distraite. L'image de ma fille en uniforme de boulangère me poursuit. 1000 questions se bousculent dans ma tête. Est-elle malheureuse? A-t-elle enfin compris? Vit-elle dans un taudis? A-t-elle de quoi se nourrir correctement? Un matin, n'y tenant plus, je décide de passer devant la boulangerie en question. Pas pour entrer, juste pour voir. C'est plus fort que moi, c'est ma fille après tout. La boulangerie se trouve effectivement près de la gare Saint-Charles, dans une petite rue passante. Une enseigne simple, aux délices de Provence. À travers la vitrine, je la vois. Camille, mes cheveux attachés en chignon, vêtue d'un tablier blanc, qui emballe des croissants pour un client. Le choc est énorme. Pas tant de la voir travailler, bien que ce soit déjà un miracle en soi, mais de voir son visage. Il a perdu cette expression de perpétuelle insatisfaction qui la caractérisait. Elle ne sourit pas exactement, mais elle ne semble pas malheureuse non plus. Concentrée, appliquée, présente. Le client parti, je la vois ranger méthodiquement les viennoiseries, nettoyer le comptoir, réapprovisionner les présentoirs. Des gestes simples, répétitifs, mais exécutés avec un sérieux que je ne lui connaissais pas. Je reste là plusieurs minutes, cachée derrière un abribus, à observer cette fille que j'ai l'impression de découvrir. Est-ce vraiment ma Camille, celle qui trouvait que se lever avant midi était une torture? Celle qui considérait que faire son lit était déjà un effort considérable? Un homme âgé entre dans la boulangerie. Le patron? Probablement. Il échange quelques mots avec Camille, et je vois qu'elle l'écoute attentivement, qu'elle hoche la tête, qu'elle prend des notes. Elle apprend. Ma fille apprend un métier. Je repars sans entrée, le cœur serré par des émotions contradictoires. Fierté de la voir enfin travailler, tristesse de constater que nous en sommes là, inquiétude de ne pas savoir dans quelles conditions elle vit. Le soir, je téléphone à Margot pour lui raconter. « Tu as eu raison d'aller voir », me dit-elle. « Au moins maintenant tu sais. Elle travaille, elle assume, elle grandit. C'est ce que tu voulais, non? Oui, mais tu as peur qu'elle soit malheureuse? Ellie, ma chérie, il faut parfois accepter d'être malheureux pour apprendre à être vraiment heureux. Camille découvre peut-être quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. La satisfaction de gagner sa vie par elle-même. Ces mots résonnent juste. Oui, Camille découvre peut-être la vraie valeur des choses. La fatigue honnête d'une journée de travail. La fierté de recevoir un salaire mérité. Le respect de soi qui vient de l'indépendance. Décembre avance, et avec lui approche Noël. Pour la première fois depuis des années, je ne redoute pas cette période. Plus de stress pour trouver le cadeau parfait pour Camille, plus d'angoisse de l'avoir boudé si ce cadeau ne correspondait pas exactement à ses attentes. Plus de repas de Noël gâchés par ses récriminations perpétuelles. Je décide de passer Noël chez Margot, en petit comité. Sa sœur viendra avec ses enfants et nous ferons un vrai repas de famille, dans la joie et la simplicité. L'idée me ravit. 3 jours avant Noël, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô? Maman? La voix de Camille, mais différente. Plus douce, moins assurée, presque timide. Bonjour Camille. Maman? Je sais que tu ne veux plus me parler, mais il fallait que je t'appelle. Mon cœur s'accélère.
J'attends la suite sans rien dire. Maman, je travaille, dans une boulangerie, depuis 3 semaines. Je sais. Tu sais? Une de mes clientes t'a vu? Silence. Puis, maman, je voudrais te dire, je crois que j'ai compris. Ce que tu essayais de me dire depuis des années. L'argent. Le vrai argent. Celui qu'on gagne soi-même. Il n'a pas le même goût. L'argent qu'on gagne soi-même n'a pas le même goût. Cette phrase de ma fille adulte me bouleverse plus que je ne l'aurais cru. Camille, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ces 3 semaines, ça a été les plus difficiles de ma vie. Me lever à 5 heures du matin, rester debout toute la journée, nettoyer, porter des caisses, sourire aux clients même quand je suis fatiguée. Au début, j'avais envie de tout plaquer. Et puis hier, mon patron m'a dit que j'étais une bonne employée, que les clients m'appréciaient. Et quand j'ai touché ma première paye, maman, c'était juste 600 € pour 3 semaines, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était mon argent, gagné par moi, pour la première fois de ma vie. Ma gorge se serre. Ces mots que j'avais tant espéré entendre, les voilà enfin. Je suis fière de toi, Camille. Maman, je sais que j'ai été horrible avec toi. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Je le regrette tellement. Tu as été la meilleure maman du monde, et moi j'ai été. Tu as été ma fille, une fille que j'ai mal élevée par trop d'amour. Non, maman, tu m'as élevée avec amour. C'est moi qui ai mal compris cet amour. Cette maturité soudaine dans sa voix me surprend et me touche à la fois. Camille, où est-ce que tu vis maintenant? Dans une chambre de bonne au 6e étage, sans ascenseur. 8 mètres carrés, toilette sur le palier. Mais tu sais quoi? C'est chez moi. Chez moi, maman. Payé avec mon salaire. Chez elle. Payé avec son salaire. Ces mots sonnent comme une victoire. Maman, je ne t'appelle pas pour te demander quelque chose. Je t'appelle juste pour te dire merci. Merci? Pourquoi? Merci de ne pas avoir payé mes dettes. Merci de m'avoir laissé me débrouiller. Merci de m'avoir obligée à grandir. Je sais que ça a dû être atrocement difficile pour toi, mais tu m'as sauvé la vie en faisant ça. Tu m'as sauvé la vie. Ces mots effacent d'un coup tous mes doutes, toutes mes culpabilités des dernières semaines. Camille, tu veux venir dîner à la maison? Maman, j'aimerais beaucoup, mais je travaille jusqu'à 20 heures. Et après, je suis épuisée. Et puis, je crois que j'ai besoin d'encore un peu de temps pour continuer à apprendre qui je suis vraiment. Cette réponse me surprend et me rassure à la fois. Ma fille apprend enfin à se connaître, à se construire indépendamment de moi. Je comprends. Mais Camille, sache que quand tu seras prête, la porte sera ouverte. Je sais, maman. Je le sais. Après avoir raccroché, je reste longtemps immobile, le téléphone dans les mains. Ma fille a grandi. Enfin, à 35 ans, elle découvre ce que d'autres apprennent à 18. L'autonomie, la responsabilité, la fierté de se suffire à soi-même. Noël arrive, et je le passe effectivement chez Margot, entourée de sa famille chaleureuse. Pour la première fois depuis des années, c'est un vrai Noël de paix et de joie. Pas de tension, pas de reproches déguisés, pas de cadeaux donnés par obligation plutôt que par plaisir. En rentrant chez moi le soir, je trouve une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, une carte de Noël toute simple et quelques mots de la main de Camille. « Maman, joyeux Noël, je pense fort à toi. J'espère qu'un jour prochain, nous pourrons passer Noël ensemble. Mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, j'aurai quelque chose à t'offrir. Une fille dont tu pourras être fière. Je t'aime. Camille. PS. Je rembourse mes dettes à raison de 100 € par mois. Mon avocat dit que j'en ai pour 8 ans. Mais j'y arriverai. 8 ans. Ma fille s'engage à rembourser ses dettes pendant 8 ans. Cette détermination me bouleverse et me rassure à la fois. Les mois suivants s'écoulent dans cette nouvelle sérénité. Je n'ai plus de nouvelles de Camille. Mais cette fois, son silence me rassure au lieu de m'inquiéter. C'est le silence de quelqu'un qui construit sa vie, pas de quelqu'un qui rumine sa colère. Mes cours de peinture progressent et je découvre en moi des talents que je ne soupçonnais pas. Mon professeur m'encourage à exposer dans une petite galerie du quartier. L'idée me terrifie et me séduit à la fois. Au printemps, je pars en vacances avec Margot dans les Alpes. C'est mon premier voyage depuis des années et je redécouvre le plaisir simple de changer d'air, de voir de nouveaux paysages, de ne penser à rien d'autre qu'au présent. Un soir de mai, en rentrant de l'épicerie, je trouve Camille assise sur les marches de l'immeuble. Elle a maigri, son visage s'est affiné, et dans ses yeux, il y a quelque chose de nouveau. Une paix que je ne lui avais jamais vue. « Bonsoir, maman. »« Bonsoir, Camille. » Nous nous regardons quelques secondes sans rien dire. Puis elle se lève et vient vers moi. Pour la première fois depuis des mois, elle m'embrasse.
Un vrai baiser, tendre et sincère. « Tu m'as manqué », dit-elle simplement. « Toi aussi, tu m'as manqué. Maman, est-ce que tu accepterais de prendre un café avec moi? J'ai des choses à te dire. » Nous nous installons dans un petit café de la rue des Moulins. Camille commande un café et moi une tisane. Comme autrefois quand elle était petite et que nous prenions parfois un chocolat chaud ensemble après l'école. « Maman, ça fait 7 mois que je travaille. 7 mois que je me lève à 5 heures du matin, que je gagne ma vie, que je paye mon loyer. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais été aussi fatiguée et aussi heureuse. Heureuse? Oui, heureuse de me respecter enfin moi-même. Heureuse de savoir que je peux compter sur moi. Heureuse d'avoir une vraie relation avec mon patron, mes collègues, basée sur le travail et le respect mutuel, pas sur la manipulation. » Elle marque une pause, remue son café pensivement. « Maman, j'ai aussi trouvé un appartement, un vrai, avec une vraie cuisine et une vraie salle de bain. Je déménage la semaine prochaine. C'est formidable, ma chérie. Maman, j'aimerais que tu viennes le voir, quand tu voudras, sans obligation, sans pression, juste si tu en as envie. » J'en aurais envie, Camille, certainement. Et maman, il y a autre chose. Mon patron me propose de devenir associé dans la boulangerie. Il approche de la retraite et il cherche quelqu'un pour reprendre l'affaire. Évidemment, ça demande un investissement, un prêt à la banque, mais j'ai un projet solide. Un projet solide. Ma fille a un projet solide. Ces mots me réchauffent le cœur plus que le plus beau des cadeaux. Je suis fière de toi, Camille. Vraiment fière. Maman, est-ce que tu penses qu'on pourrait recommencer différemment cette fois, comme 2 adultes qui s'aiment et se respectent? J'aimerais beaucoup, ma chérie, j'aimerais beaucoup. Nous finissons nos boissons en parlant de tout et de rien. De mes cours de peinture, de son projet de boulangerie, du quartier qui change, des voisins. Une conversation normale entre une mère et sa fille adulte. En nous séparant, Camille me serre dans ses bras. « Maman, merci. Merci de m'avoir aimée assez pour me laisser grandir. Merci à toi d'avoir eu le courage de grandir. » Ce soir-là, seule dans mon appartement, je repense à tout ce chemin parcouru. Il y a 1 an, j'étais cette femme épuisée qui sacrifiait sa vie pour une fille sensu égoïste. Aujourd'hui, je suis une femme libre qui redécouvre le plaisir de vivre. Et ma fille est devenue cette adulte responsable que j'avais toujours espéré qu'elle devienne. Parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui dire non. Parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est de laisser l'autre assumer ses erreurs pour qu'il puisse apprendre et grandir. J'ai mis 58 ans à l'apprendre, mais finalement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je payais toutes les dépenses de ma fille et elle ne faisait rien. Un jour, elle a gagné un billet de 800 000 € et m'a mise à la porte de chez moi. 2 jours plus tard, elle m'a appelée désespérée. « Maman, le billet était d'un autre tirage. Paie ma carte, s'il te plaît. » J'ai juste ri.